Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre elles. Notre série exceptionnelle enregistrée à Dakar se poursuit et je reçois pour mon plus grand plaisir Oulimata Ndiaye, responsable conseil et assistance auprès des États au sein de l'agence UMO à titre. UMO à titre fait référence à l'Union monétaire ouest-africaine dont la mission principale est d'accompagner les 8 États de la zone dans leurs opérations de financement sur le marché régional au travers de l'émission de dette souveraine. Ouli nous en parle plus longuement dans cet épisode. Ouli est une technicienne de la finance spécialisée dans les problématiques de gestion de la dette et des taux d'intérêt. Elle nous parle de son enfance à Saint-Louis au Sénégal, de ses études, de la première partie de sa carrière passée en France et de son retour au Sénégal en 2017. Avant de laisser place à notre conversation, je vous demanderai, si vous appréciez le podcast Entre elles, de bien vouloir partager le plus possible cet épisode autour de vous et de le soutenir sur les réseaux sociaux, mais également par le biais du bouche à oreille. Je vous invite maintenant à écouter cette nouvelle conversation avec Oulimata Ndiaye, un épisode enregistré en live à Dakar. Bonjour Ouli. Bonjour Tombani. Bienvenue dans le podcast Entre elles. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Cela me fait plaisir. Commençons par la traditionnelle question du podcast Entre elles. Où es-tu née et où as-tu grandi ? Alors, je suis née à Saint-Louis, une ville qui est au nord du Sénégal. Les Saint-Louisiens sont très chauvins, donc je ne dirais pas petite ville. Voilà, une belle ville au nord du Sénégal. J'ai grandi à Saint-Louis jusqu'à la fin de mon collège. Et ensuite, je suis venue sur Dakar pour faire mon lycée. Donc voilà, donc j'ai grandi entre Dakar et Saint-Louis jusqu'à ce que j'ai mon bac. Avant ensuite de partir faire mes études supérieures en France. Et alors, parle-nous de tes études supérieures justement. Quelle est la voie que tu as choisie et qu'est-ce que tu as fait pendant les années qui ont suivi ton bac ? Alors, moi, j'ai toujours eu, tu sais, un intérêt pour la finance dès le plus jeune âge. Je ne sais pas si c'est pour la finance ou si c'était pour l'argent. Pour être très honnête avec toi, mais j'ai toujours, tu sais, cette anecdote qui me revient, cette image qui me revient où quand j'étais petite, mon père avait démarré son entreprise et je devais avoir 7-8 ans. Donc, il venait de démarrer et quand il faisait les payes, il amenait les payes à la maison avec l'argent, les bulletins de salaire et il me faisait faire les enveloppes. Et donc, bon, voilà, j'ai grandi comme ça, avec ce genre d'image, des parents entrepreneurs et le goût, en tout cas, de la finance m'est venu de là. Et je me disais, je veux faire de la banque. Je veux faire de la banque. Au fur et à mesure de mes études, notamment du lycée, l'image s'est un petit peu affinée en me disant, ce que j'aime bien, c'est quand même les marchés financiers, c'est assez nouveau. Dans les années 90, 95, c'était encore quelque chose qui était assez nouveau, qui n'était pas très développé en Afrique. Et je me disais, c'est quand même ce que j'aimerais bien faire, surtout en Afrique de l'Ouest. Du coup, après mon bac, j'ai fait un bac scientifique. Je me suis orientée vers un DEUC de mathématiques appliquées aux sciences sociales, ce qui m'a permis ensuite de faire une filière en monnaie et finances internationales. Donc j'étais vraiment, je pense, sur la bonne voie. En plein dedans. Exactement. Donc bon, à l'époque, il y avait encore ce qui n'existe plus maintenant, hein, licence, maîtrise, voilà. J'ai fait une maîtrise donc en monnaie finance internationale à l'Université des sciences sociales de Toulouse. Ensuite, je me suis inscrite à l'École supérieure de commerce de Toulouse, qui maintenant s'appelle Toulouse Business School, pour faire un master spécialisé en banque et ingénierie financière. Donc, je n'avais pas perdu de vue cet aspect travailler en banque. J'adorais tout ce qui tournait à la fois autour des marchés financiers, mais il y avait aussi un secteur qui m'intéressait beaucoup, qui était celui de l'ingénierie financière, des fusions-acquisitions, etc.
Donc voilà, c'est un petit peu tout le parcours académique que j'ai eu et j'ai terminé par ce master spécialisé qui ensuite m'a amené un petit peu vers la carrière dans laquelle je suis actuellement. Alors, avant de poursuivre la conversation et d'aborder justement tes débuts de carrière professionnelle, je voudrais revenir en arrière et aborder un sujet qui est très évoqué aujourd'hui, c'est celui de la présence des filles, des jeunes filles dans les filières scientifiques. Tout à fait. Est-ce que pour toi, c'était un sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui naturellement t'intéressait? Est-ce que c'est quelque chose qui a été stimulé par tes parents? Est-ce que tu étais en minorité en tant que fille dans ces filières? Alors, j'étais certes stimulée par mes parents, très clairement, hein. Ils nous ont beaucoup motivés pour tout ce qui était études, avec une grande ouverture d'esprit par rapport à ce qu'on pouvait faire en tant que fille. Je pense qu'il n'y avait même pas ce sujet-là qui se posait à l'esprit. C'était tu es bonne en maths, tu veux faire de la finance. Bon, c'est vrai que mon père poussait pour que je fasse de la médecine, hein. Du coup, je pense que le choix de la filière scientifique a été un petit peu poussé par ça aussi, en disant on verra bien, fais de toute façon cette filière, après tu auras beaucoup de débouchés, etc. Donc pour te dire, il n'y avait pas vraiment non, c'est pas quelque chose. Mais le point que tu évoques, bien évidemment, hein, je le remarque, non seulement à l'époque dans les classes, mais après en termes de débouchés, aujourd'hui il y a quand même des filières, des carrières. C'est peut-être un tout petit peu moins le cas de nos jours, mais effectivement à l'époque c'était encore un vrai sujet. Mais me concernant, non, je n'ai pas du tout connu ce problème-là. Quand j'étais à l'école, de la même manière, la classe était assez diversifiée. Bon, après, c'est vrai que c'était un lycée français, donc forcément, on était peut-être dans d'autres considérations, mais c'était relativement diversifié. Alors, parlons maintenant de tes débuts de carrière. C'est intéressant parce que dans nos conversations qui ont précédé cet enregistrement, on a justement parlé de ton premier stage. Tout à fait. Et donc, du fait que finalement, tu as démarré, comme ça arrive souvent dans la finance d'ailleurs, dans une voie que tu ne connaissais pas forcément au départ. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça? Bien sûr. Donc, comme je te disais, quand je faisais mon master spécialisé, j'avais vraiment cet intérêt pour tout ce qui était marché financier, banque. Je finis mes cours. Je m'y prends peut-être un peu tard. Je commence à chercher un stage en même temps que je ne sais combien de milliers de personnes qui finissaient leur master à la même période. Et bien sûr, j'ai beaucoup de peine à trouver un stage en banque. Donc, je passe 1-2 entretiens en banque et j'ai une amie qui me dit « Mais écoute, je connais un cabinet de conseil qui travaille sur le monde des collectivités locales, donc finances publiques. Tu devrais y aller, c'est super intéressant ce qu'ils font. » Je lui dis, mais de quoi tu me parles? Collectivité locale, c'est-à-dire cabinet de conseil, mais encore... Non, tu n'as pas compris. Moi, je veux faire un stage en salle de marché. C'est ça que je veux faire. Elle me dit, non, mais essaye, tu verras bien. Bon, donc j'y vais et je discute. C'était vraiment un tout petit cabinet. J'échange avec le fondateur, j'échange avec celui qui allait ensuite être mon manager pendant de très longues années. Et il y a quelque chose qui se passe durant cet entretien. Ils m'expliquent très clairement ce qu'ils font pour le secteur public local, que je découvrais à ce moment-là, vraiment. Les collectivités locales, donc les mairies, les départements, les régions, tout ce monde, tout ce tissu d'entités du secteur public. Et on me parle de la dette que ces entités mobilisent via des emprunts auprès d'établissements bancaires, adossés à des taux d'intérêt, et il faut gérer ces emprunts. Donc, il faut aider ces collectivités locales à se financer dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, il faut gérer cette dette. Et tout de suite, dans la discussion, je vois que quelque chose revient, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, on me dit non mais il faut suivre, il faut savoir ce qui se passe sur les marchés financiers. Là, ça attire encore plus mon intérêt. Je dis bon, d'accord, ok, allons-y. Je vais essayer. De toute façon, je n'avais pas d'autre choix. Ce n'est pas comme si j'avais d'autres choix. Du coup, je tombe dans ce stage et je commence à découvrir ce monde des collectivités locales, mais pas vraiment sous l'angle de la gestion publique en tant que telle, de la finance publique pure et dure, mais vraiment sous l'angle de la dette adossée à l'évolution des marchés financiers. Ce qui était notre quotidien, c'était la gestion du risque de taux. Et là, comme Obélix, je suis tombée dedans, je n'en suis plus jamais ressortie. J'ai juste adoré cette première expérience pendant ce stage.
Et puis, je suis restée dans ce monde-là pendant toute ma carrière en France. Et donc, tu construis une vraie expertise justement sur ces collectivités locales, dont on a énormément parlé dans la presse française, notamment à partir de 2008. Alors, je vais te demander de dresser un rapide portrait de cette période, du contexte en tout cas pré-2008 et post-2008, si tu veux bien. Très bien. Donc, moi, je commence dans ce secteur en 2004, en tant que stagiaire, consultante junior. Donc, je débute. On travaille sur des produits qui sont des emprunts bancaires classiques pour aider effectivement les collectivités à financer les hôpitaux, les écoles. Vraiment, il y a la notion d'utilité publique qui est derrière. Et ça nous a motivés, je sais, avec mes collègues, toute l'équipe qui travaillait là-dessus. Et au fur et à mesure, il y a des produits un petit peu plus structurés, on va dire, qui arrivent sur le marché, que peut-être tout le monde ne comprend pas, effectivement. Bon, les collectivités en prennent pas mal, parce qu'elles ont des contraintes budgétaires. Elles doivent gérer quelque part le niveau de frais financiers dont elles s'acquittent. Nous sommes dans une période où les taux sont encore globalement contenus. Donc, elles peuvent se permettre d'aller sur ce type de produit. Il y avait de tout. Il y avait des choses qui étaient assez simples, qui étaient juste un taux fixe conditionné à l'activation d'une option de taux ou pas. Au fur et à mesure, les choses se sont sophistiquées. Alors, elles se sont sophistiquées, pourquoi ? Parce que il y avait toujours cette recherche pour les élus, pour ces entités, de pouvoir économiser vraiment en termes de frais financiers, comme tu peux le comprendre. Et forcément, qui dit économie, quand tu veux avoir un taux qui est beaucoup plus agressif que le taux de marché à l'instant où tu souscris ton prêt, tu prends plus de risques. Il n'y a pas de miracle. Et donc, on se retrouve avec des structures, au début, qui restent des pures structures sur du taux d'intérêt, avec des ventes multiples d'options, des achats d'options, on constitue des tunnels, ce genre de choses. Et puis bon, les banquiers sont extrêmement ingénieux, ça il faut le reconnaître, n'est-ce pas, Tombani ? C'est un métier, n'est-ce pas ? Voilà, et bien sûr, on se retrouve au fur et à mesure avec des structures qui sont adossées maintenant à des choses plus exotiques. C'est-à-dire, là où avant, on allait regarder l'évolution de l'Euribor, l'évolution du taux de swap 5 ans, du taux de swap 10 ans, regarder les écarts, ce genre de choses, on commence à se retrouver sur l'évolution de l'euro-dollar, du dollar-yen, de l'euro-franc suisse, etc. Bon, il y a des choses que, bien évidemment, un maire d'une collectivité en Corrèze va avoir du mal à appréhender, des choses que son équipe financière va avoir du mal à appréhender. Donc, bien évidemment, les cabinets de conseil travaillent beaucoup là-dessus. Il y a très clairement du business par rapport à tout ça. Les banques, les cabinets qui sont, voilà, il y a tout un écosystème qui s'organise autour de ça. Bon, écoute, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et août 2008 arrive. Août 2008 arrive et je me souviendrai toujours de ce jour où on était dans le bureau, on est dans un open space et je suis assis en face de mon collègue et il me regarde et il me dit « il y a un problème ». Je lui dis « qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Léonia est passé à 4%. » Je dis « ah bon, que Léonia le taux au jour le jour sur le marché ?» Je dis « ok, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, on commence à regarder. Et 4%, c'est beaucoup. Donc 4%, oui, voilà. Oui, voilà, exactement. Non, je pense vraiment qu'il a dû doubler. Je n'ai plus très bien les niveaux de taux en tête, mais il a dû doubler en l'espace d'une nuit, voilà, overnight. Et on se dit, ok, Houston, il y a un problème. On commence à se gratter la tête. Et puis là, on voit de l'escalade, l'impact sur l'ensemble des taux. Et puis, bien évidemment, les nouvelles arrivent, on voit ce qui se passe. La crise des subprimes tombe, on est en plein dedans. Et là, bien évidemment, tous les marchés financiers commencent en cascade. Et toutes ces options qui avaient été prises commencent à être activées. Et là, il faut expliquer ce qui se passe. Donc bon, tout le monde s'y met, les banquiers, les cabinets de conseil, tout le monde s'y met. Il faut expliquer, il faut voir comment sortir du risque. Sauf que comme tout le temps,
Comme je dis, ce n'est pas quand la maison brûle qu'on prend une assurance, donc ça coûte très cher à ce moment-là de sortir de ces produits très compliqués avec plusieurs options qui sont cumulées. Non, très clairement, une période qui s'est bien passée jusqu'en 2008, assez faste en termes d'ingénierie, mais en termes de créativité, en termes d'ingénierie produit, vraiment, honnêtement. Après, il fallait gérer. La gestion a été longue, douloureuse, très, très, très compliquée. Je le dis aujourd'hui avec le sourire, mais non, c'était une période qui était très compliquée, très angoissante. On n'avait pas droit à l'erreur. On n'avait pas droit à l'erreur. Il fallait vraiment accompagner ces collectivités. Et tout à l'heure, je te parlais de la notion d'utilité publique. Donc, forcément, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Il fallait absolument trouver des solutions. Et je pense que tous ceux qui étaient dans ce même écosystème, pour le coup, ont travaillé à trouver des solutions. Tout le monde a travaillé à trouver des solutions, tout le monde a travaillé. On a donc eu, à partir de 2008, cette grande période où le seul mot sur toutes les lèvres, on ne parlait que d'une chose, la désensibilisation de la dette. Bon, bien évidemment, les journaux en ont fait les choux gras, il y avait des articles avec des titres tous plus scandaleux les uns que les autres, la dette toxique, les prêts toxiques, etc. Bon, toxique ou pas, en tout cas, il fallait trouver une solution et il fallait s'en occuper au jour le jour. Donc voilà, l'après 2008, ça a vraiment été ça. Ça a été, on désensibilise les produits. Au fur et à mesure qu'il y avait des petites fenêtres de marché, on rachète une option par-ci, on rachète une option par-là, on paye une prime, on réintègre dans les taux. Bon voilà, on essaye vraiment de retravailler ces produits-là comme on pouvait. Donc tous les jours, on est devant les écrans, on suit les évolutions des taux, on suit les nouvelles de marché, on suit l'évolution de la volatilité, on regarde tous les facteurs. Et nous, en tant que conseil, on était tout le temps au téléphone avec les banquiers qui avaient fait ces produits, qui les avaient dans leur portefeuille, pour voir comment trouver des solutions. Et puis, il fallait les mettre en concurrence, bien évidemment. Et parfois, on n'avait pas d'autre choix sur ces produits déjà structurés que de rajouter une autre couche de structuration pour réduire le risque. Voilà, pour hedger, pour faire, voilà, il fallait parfois faire des swaps, il fallait remettre des options pour pouvoir réduire le coût, même si ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. À un moment, l'État a sifflé la fin de la récréation, en disant maintenant ça suffit. C'est vrai que les élus aussi avaient beaucoup de difficultés, donc forcément ils ont demandé un accompagnement de l'État pour pouvoir désensibiliser cette dette. Donc il y a eu un fonds spécial qui a été mis en place pour les aider à payer les indemnités de sortie de ces produits-là. Après, il y a eu vraiment tout un système qui a été mis en place, c'est-à-dire un cadre de gestion des risques, de taux sur ces produits-là, pour que les élus aient plus de visibilité, pour que les populations aient plus de visibilité, parce qu'il y avait une communication publique autour de la dette. Je me souviens avoir fait des conseils municipaux où le seul sujet, c'était la dette. Et tu es là de 17h à 22h à expliquer exactement quels sont les produits qu'il y a dans la dette. Donc, c'était vraiment une période passionnante, comme je dis, éreintante, mais vraiment passionnante. Et aujourd'hui, c'est des produits qui sont interdits, voilà. Il y a un vrai cadre pour les emprunts de ces entités du secteur public, duquel aujourd'hui elles ne peuvent pas sortir, même pour bien bonifier les taux auxquels elles empruntent. Voilà. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, notamment sur l'élément anxiogène de 2008, puisque j'étais sur les marchés aussi. Et effectivement, c'était une période très, très difficile pour nous tous. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui a tout changé, c'est la remontée des taux, la volatilité. Tout à fait. Et clairement, le fait qu'on se retrouvait en face, finalement, avec des personnes qui avaient souscrit à des produits que finalement, ils ne comprenaient pas nécessairement dans leur entièreté. Exactement. Ça, c'était vraiment, et je pense que c'est aussi pour ça que l'État s'en est saisi, que les élus se sont révoltés. Il y a eu tous les problèmes avec Dexia, qui était la banque qui finançait les collectivités. Donc, comme tu le dis, un environnement global très anxiogène, et on avait vraiment de la peine parce que on voyait bien dans certaines entités, parfois c'était la recherche de coupables, parfois c'était le directeur financier, parfois c'était le cabinet de conseil, vous nous avez mal conseillé, vous nous avez pas donné tous les risques, etc. Mais bon, au final,
À la fin de la journée, ce qui était vraiment important, c'était de contenir les risques, c'était de contenir le service de la dette qui, lui, était en train vraiment d'exploser. On avait des emprunts sur lesquels les taux passaient de 8 à 40%, et on se disait, heureusement que c'est pas au moment de l'échéance. Voilà, après, ça rebaissait, bien évidemment. Mais voilà, à la fin de la journée, ce qui était important pour tout le monde, pour les collectivités, bien évidemment, en premier, pour les consultants, mais aussi pour les banques. Vraiment, il y avait un vrai enjeu pour les banques, parce que elles avaient beaucoup à y perdre également en termes de crédibilité, de réputation. Voilà, il fallait à tout prix assainir ces produits-là. Et puis, l'État, bien évidemment, ne laissait aucun répit à tout ce petit monde. Donc, non, une période très compliquée, mais extrêmement riche en enseignements. J'allais y venir. Alors, j'allais quand même dire que un des éléments intéressants aussi, c'est que pour pouvoir bénéficier des fonds qui avaient été mis à disposition par l'État, il fallait également s'engager à ne pas poursuivre les établissements financiers, parce qu'en fait, c'était absolument cet élément-là. Il y a eu Dexia, comme tu dis, mais on était dans une recherche de culpabilité exactement de tous les côtés. Exactement. Et voilà, oui, donc, parce que les avocats sont bien évidemment rentrés dans la danse en se disant youpi. Je peux comprendre, mais donc les procès ont commencé effectivement. Il y a eu les procès, donc c'était on valorise à tel prix. Non, mais vous voyez bien que telle entité elle comprenait pas, c'est inadmissible. Donc beaucoup de collectivités ont attaqué des banques. Mais ça, c'était vraiment quand on n'arrivait pas à trouver d'issue. Il y a certaines entités qui ont refusé au début, qui ont continué leur poursuite, mais c'était long, c'était coûteux. Donc d'une manière globale, en tout cas jusqu'à ce que je quitte un petit peu Paris, c'était le nombre avait considérablement diminué. Je pense qu'il restait encore quelques contentieux, quelques instruments, mais globalement. Justement, ces enseignements dont tu parles, suite à cette crise, qui était pour le coup, en plus pour des personnes de nos âges, quelque chose d'exceptionnel, et même pour les autres d'ailleurs, enfin une crise vraiment d'une amplitude énorme, mondiale, etc. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Et je vais juste ajouter quelque chose au niveau professionnel et au niveau personnel également. Alors, je vais commencer par le niveau personnel. Beaucoup de résilience. Vraiment, parce que c'était une période, comme je l'ai dit, qui était dure. Mais quand je dis dure, éprouvante physiquement. Très éprouvante physiquement. Tu connais le monde des cabinets, énormément de travail. On n'est jamais assez nombreux, mais ça, je pense qu'au final, c'est peut-être partout dans le monde du travail. Et puis, ça m'a permis de développer une capacité de travail très, très importante, de repousser pas mal de limites. Donc vraiment, je dirais, un apprentissage sur ma personne qui était extrêmement important. Et j'ai découvert que j'avais un goût extrêmement prononcé pour l'apprentissage. Parce que c'est une période où on apprenait énormément. Mais on avait toujours le choix de ne pas apprendre, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas décortiquer ses produits, de ne pas trouver des solutions, etc. Mais vraiment, ça a révélé en moi, encore plus que je ne le pensais, ce sens, cet attachement à l'utilité publique. Voir ces entités, ces directeurs financiers de collectivités, d'entités, qui parfois étaient vraiment quand même touchés par tous ces produits, qui ne savaient pas comment les gérer, etc. Il y avait un vrai dévouement pour cette cause. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est peut-être un peu too much, mais en tout cas, il fallait faire le nécessaire pour que les choses se rétablissent, pour que ça aille beaucoup mieux. Et on était beaucoup dans le même cas, à faire le travail, à essayer de trouver des solutions. Donc vraiment, je dirais que sur le plan personnel, ça m'a beaucoup appris sur ma personne, sur ma capacité à repousser mes limites, sur mon désir d'apprentissage, de continuer à apprendre, et surtout cette volonté de trouver des solutions. Voilà, de gérer cette crise de la meilleure des manières possibles. C'était extrêmement important pour moi. Et sur le plan professionnel, mais vraiment un apprentissage sur la matière même de la gestion du risque de taux qui était, là, c'était vraiment,
On partait de produits simples quand j'ai commencé à travailler. Et puis là, on était sur chaque jour, on découvrait un nouveau produit. Il fallait l'analyser, il fallait comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans comme options, comment ces options évoluent, quel est leur historique, quelles sont les anticipations. C'était extrêmement intéressant. C'était une période très riche à l'interne, au sein de mon entreprise, très riche de par les échanges qu'il y avait au quotidien avec des interlocuteurs externes. Donc vraiment une période extrêmement riche en enseignement. Je pense que l'expertise en matière de taux d'intérêt, elle a été multipliée par 10 pendant cette période. Voilà, en matière de gestion active de la dette, de gestion de trésorerie et vraiment de gestion du risque de taux. Ça a été exacerbé pendant cette période. Passons à la deuxième phase de ta carrière. Donc là, on a parlé de 2008. Tu restes dans ce cabinet jusqu'à fin 2016. Tu occupes successivement plusieurs positions de leadership. Et en 2017, tu reviens au Sénégal. Est-ce que tu peux nous parler de cette période, de cette transition entre la France et le Sénégal, de ta décision de rentrer? Donc le retour au Sénégal, écoute, il se fait en plusieurs étapes. Je suis allée en France, j'ai fêté mes 17 ans là-bas, après mon bac. Et donc, effectivement, au fur et à mesure que le temps passe, j'étais seule là-bas. Enfin, je veux dire, ma famille était toujours au Sénégal. Bon, les parents prenant de l'âge, lorsqu'on téléphone, on nous dit oui, il y a des petits bobos, il y a machin. À force, on a envie, effectivement, de revenir. Et je pense que cette période... avec effectivement tout ce qui s'est passé sur les marchés, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a été très éprouvant. Mais je pense qu'au fond de moi, je n'avais jamais perdu de vue l'envie de revenir m'installer au Sénégal ou en Afrique en tout cas, et de travailler sur ce domaine d'expertise qui était une vraie passion pour moi. J'avais cette difficulté. Effectivement, j'avais construit une vraie expertise sur le domaine de la gestion du risque de taux, qui n'est pas très commun pour le moment sur nos marchés. Voilà, on est sur des marchés financiers qui sont encore en train de se développer en Afrique, notamment sur la zone Afrique de l'Ouest. Il y a bien évidemment des zones où c'est un petit peu plus avancé. Et bon, souvent les opérations se font sur la base de taux fixes. Donc, être dans une gestion dynamique avec du taux variable, avec des options, etc., ce n'est pas forcément des choses qui étaient encore bien installées. Et puis, cette partie de gestion de la dette, je voyais mal comment répliquer ce que je faisais à l'identique ou avec quelques nuances en Afrique. Alors, comme je te dis, je travaillais sur les collectivités locales. Un jour, un de mes collègues me dit « Mais écoute, il faudrait que tu regardes parce que il me semble qu'au Sénégal, il y a une entité qui essaye de lancer un financement obligataire. » Ah bon, d'accord. Bon, c'était la ville de Dakar. Du coup, j'assiste à un forum à Dakar sur le sujet et je commence à discuter un petit peu avec des gens qui me disent « Mais rentre, écoute, bien sûr, rentre, tu trouveras quelque chose à faire, c'est super intéressant, la gestion de la dette, les finances publiques, il y a tout à faire ici, il faut absolument que tu rentres. » Donc, l'idée commence à germer dans mon esprit, ça s'installe, je commence à faire des recherches, à regarder un petit peu dans quel domaine je pourrais travailler, etc. Et en 2016, toujours sur la même période, un jour, sur LinkedIn, je reçois un message de celui qui allait être mon futur patron quelques mois plus tard, en me disant « Ah bonjour, je trouve votre profil très intéressant. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont le même profil que vous, qui seraient intéressés pour rentrer au Sénégal, s'installer dans une institution qui travaille sur la gestion de la dette souveraine ?» Je réponds en disant « Écoutez, je vais me renseigner auprès de mes connaissances pour voir si quelqu'un serait intéressé, etc. » Et effectivement, j'en parle à 3-4 personnes. Oui, ça a l'air intéressant, mais non, pas prêt pour rentrer tout de suite en Afrique. Donc bon, au bout d'un mois, 2 mois de recherche, je fais quand même un feedback en disant « Écoutez, j'ai cherché dans mon entourage, dans mon carnet d'adresses, mais je suis désolée, il n'y a personne qui est vraiment très intéressé. En revanche, bon, moi, ça m'intéresse bien. » J'allais te dire, c'est drôle, parce qu'il te dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un avec le même profil qui pourrait être intéressé? Exactement. C'est assez drôle. Non, c'était une très bonne formulation.
Monsieur Tressieux, en fait. Et je lui dis, écoutez, moi, je serais peut-être intéressée. Il me dit, écoutez, très bien, envoyez-moi votre CV, discutons-en, etc. Je viens à Dakar au mois d'avril, et avril 2016, je lui dis, j'aimerais bien vous rencontrer. Donc, je le rencontre, on en discute, il m'explique un petit peu ce que fait l'institution, qui travaille pour les 8 États de la zone UMOA, et je me dis, mais c'est super intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, parce que à un moment donné, effectivement, je pense que tu le comprendras aisément, Tombani, c'était quand on était dans cette période de crise, on apprenait énormément de choses, il fallait dénouer je dirais pas qu'on était des magiciens, c'est pas du tout ça, mais il fallait en tout cas trouver des solutions au quotidien. Chaque jour, il fallait régler un problème. Une fois que tout ça se tasse, qu'on a un cadre et qu'on nous dit faites du taux fixe ou faites du taux variable avec des taux maximum, bon, l'intérêt, il est un petit peu moins là. C'est moins sexy, comme on dit sur les marchés. Voilà. Exactement, voilà. L'histoire devient un petit peu moins sexy et je me dis, pourquoi pas un nouveau challenge. Donc, il me met dans la boucle de son recrutement. Je passe des entretiens et au final, je suis retenue pour le poste. Je reçois la nouvelle en septembre 2016 et puis à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Voilà, la démission, grimace un peu, normal, c'est normal. Et donc, je débarque à Dakar en décembre 2016 avec toutes mes valises pour une nouvelle aventure au Sénégal, chez moi. Au final, je reviens chez moi. Alors, avant de parler de la dette souveraine et de parler de façon plus spécifique de ce que tu fais, je vais te demander de te prêter un exercice de définition pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne sont pas familiarisées avec ces sujets. Donc, commençons par l'UMOA et on parlera ensuite de l'agence UMOA Titres, qui sont deux entités différentes. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'une et l'autre ? Bien sûr. Alors, on a l'UEMOA et l'UMOA. Donc, UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, et l'UMOA, qui est l'Union monétaire ouest-africaine, donc qui regroupe les 8 États de la zone. Donc, les 8 États que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, dans une coopération économique et monétaire avec une monnaie unique qui est le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, donc le ZOF comme on l'appelle un petit peu dans notre sa dénomination, le ZOF, et donc ces États qui sont dans une coopération économique et monétaire. UMOA Titres est une institution qui a été créée en 2013 sous l'égide du Conseil des ministres donc de la zone UMOA et avec un projet qui a été vraiment mûri, piloté par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et dont les missions sont d'aider les États à se financer, de les accompagner dans le cadre de leurs opérations de financement sur le marché régional. Plus précisément, donc, via l'émission d'obligations, donc de titres, de dettes souveraines, qui sont achetés par les investisseurs de la zone. Et donc, l'émission, c'est bien évidemment d'organiser et d'émettre tous ces instruments de dette, mais aussi d'aider les émetteurs à gérer leurs dettes de manière active, de la meilleure des manières possibles, et de travailler à tout ce qui touche le développement de ce marché et le renforcement de capacités des équipes, des trésors nationaux, etc., et aussi des acteurs du marché de manière plus large. Donc voilà, tu comprends aisément le challenge que j'ai vu lorsqu'on m'a proposé en tout cas lorsque j'ai postulé sur ce poste-là. Je me suis dit c'est génial, il y a énormément de choses à faire et je vais contribuer quelque part au développement du marché, au financement de nos États, de nos économies. Donc pour moi, c'était vraiment extrêmement intéressant comme nouvelle expérience. Parlons de la dette des États africains. Quelque chose de très intéressant, c'est que
très souvent, le langage autour de la dette des États africains est très anxiogène. Tu vois souvent des titres comme la poudrière de la dette, le casse-tête de la dette, alors qu'en fait, en valeur absolue, finalement, la dette des États africains n'est pas si élevée comparée à d'autres régions du monde. Toutefois, la difficulté pour les États, c'est le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts. Est-ce qu'il y a véritablement un tabou autour de la dette des pays africains? Écoute, j'ai l'impression que c'est nous qui créons ce tabou quelque part. Je m'explique. On a l'habitude sous d'autres cieux de dire la dette, ce n'est pas sale. C'est vraiment la phrase que tu entendras. En tout cas, mon premier chef, c'était toujours mon premier mentor. Ça a toujours été sa phrase. La dette, ce n'est pas sale. Et je suis entièrement d'accord. La dette est d'une utilité énorme. Après, on s'interroge sur comment elle est utilisée. Nous avons des pays qui sont aujourd'hui en plein développement. Lorsque nous regardons les taux de croissance des pays au niveau de la zone, Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne, nous avons des taux de croissance qui sont très élevés, parfois à 2 chiffres. Donc forcément, ce sont des pays qui sont aujourd'hui en pleine construction, on le voit partout, dans nos économies. Lorsqu'on se balade un petit peu dans les capitales d'Afrique de l'Ouest, il y a des travaux partout. C'est un petit peu les grands projets et les grands plans de développement que nous pouvons avoir au niveau de chaque État. Et cela va avec son lot de développement en matière d'infrastructures, que ce soit les routes, les écoles, tout ce qui est lié au secteur de la santé et autres. Donc aujourd'hui, la dette sert énormément pour financer tout cela, parce que effectivement, nous avons des économies qui sont certes riches, nous avons nos ressources, mais nous avons besoin de ce complément pour combler ce déficit, ce gap d'infrastructures qui va nous permettre tout simplement d'être aussi compétitifs que d'autres zones économiques mondiales. Parce qu'au final, c'est un petit peu ça aujourd'hui le challenge. Du coup, c'est pour ça que je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on crée ce tabou autour de la dette. Pourquoi est-ce que nous avons du mal à en parler? Mais je pense qu'il y a un vrai problème aussi de compréhension du sujet. Il y a encore quelques années, la dette n'était pas très importante. Donc, il me semble qu'on n'a pas pris l'habitude de communiquer, de vulgariser et d'expliquer cette dette. En tout cas, c'est un petit peu l'impression que j'ai lorsque je regarde et que j'analyse cette situation-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec forcément des niveaux de dette qui continuent à grandir dans nos budgets, on a un recours à l'endettement chaque année, donc les dettes s'accumulent, effectivement. Le remboursement se fait sans aucun souci. Le service de la dette, on a au niveau de nos États des gestionnaires de dette qui sont très aguerris. Nous avons des ministres des Finances qui négocient parfaitement tous ces contrats. Donc oui, le service de la dette est un problème parce qu'on essaye toujours de le contenir. On essaye toujours de faire en sorte de s'endetter au meilleur coût. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, lorsque j'emprunte 10 milliards, que je n'en rembourse peut-être pas 15, que je n'en rembourse que 12. Et c'est autant d'argent que je peux consacrer derrière à financer mon économie, tout simplement. Donc c'est un petit peu dans cette bataille que sont les États par rapport à ce service de la dette. Mais comme tu l'as si bien dit, nous n'avons pas des dettes qui sont à des niveaux extraordinaires. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau de la zone UEMOA, les choses sont assez bien encadrées. Nous avons des critères de convergence au niveau des différents États et un des critères de convergence que nous avons, si nous regardons par exemple le ratio dette sur PIB, c'est-à-dire lorsqu'on rapporte le montant de la dette au PIB de l'État, il ne doit pas dépasser 70%. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État qui, peut-être qui soit à ce niveau-là. Et il faut vraiment, comme tu le dis, regarder les choses de manière relative. Nous avons une dette qui croît, mais en même temps, nous avons des taux de croissance, comme je le disais, qui sont très élevés. Aujourd'hui, quand tu regardes un pays comme le Japon, le niveau d'endettement du Japon est proche de 200%. Pourtant, personne n'en parle. Donc, je pense qu'il y a
peut-être un peu de stigmatisation qu'il faudrait qu'on enlève. Et à force de ne pas vouloir parler de la dette, on alimente nous-mêmes ce tabou, comme je te le disais. Mm-hmm. Il est donc important, je pense, d'être maître de sa communication et de communiquer autour de ce sujet. Et 200% en plus au Japon, avec une population largement vieillissante, donc qui en plus ne va pas dans le sens d'une réduction. Tu es responsable conseil et assistance aux États auprès de HUMO à titre. Est-ce que tu pourrais nous définir ton rôle, nous expliquer dans les grandes lignes ce que tu fais? Au niveau de notre département conseil et assistance aux États, avec mon équipe, nous avons un travail de proximité avec les 8 trésors nationaux de la zone. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ces États interviennent sur le marché régional, donc ils émettent des titres qui vont être achetés par les investisseurs, que sont les banques, les caisses de retraite, les caisses de dépôt et consignation, les assurances, etc. Sauf que le marché est le même pour tout le monde. C'est le sens de notre union. Le département conseil et assistance va accompagner les États depuis l'élaboration de la stratégie d'endettement. Donc, il s'agit de définir quelle est la stratégie la plus opportune pour mobiliser le besoin de financement au moment où on élabore le budget annuel de l'État, en fonction de la capacité du marché, en fonction de la situation sur les marchés extérieurs, en fonction des financements qu'elles sont en mesure de mobiliser sur différentes catégories de prêts, auprès des bailleurs, etc. Donc voilà, il y a déjà un accompagnement qui commence à ce moment-là. Une fois que l'État va définir sa stratégie d'endettement, dire voilà, sur le marché régional, j'ai besoin de mobiliser tel montant, il faut coordonner les interventions des États. C'est-à-dire, tu ne vas pas venir solliciter l'investisseur pour 2 États différents le même jour, au même moment. Donc, on évite. Tout cela est vraiment réglementé. Lorsque l'institution a été mise en place, il y a des règlements, des instructions qui définissent un petit peu le mode de fonctionnement. Et le département va élaborer un calendrier d'émission, qu'on ait de la visibilité sur quel émetteur intervient, quel jour, pour combien, etc. Donc voilà, c'est un petit peu le travail que fait ce département-là, avec bien évidemment tout au long de l'année la gestion de toutes les modifications qui ne vont pas manquer de survenir, parce qu'il faut tenir compte bien évidemment des évolutions de marché, tenir compte des contraintes de trésorerie, savoir s'adapter à des situations. On a connu la crise de la Covid, où il a fallu très rapidement s'adapter, trouver un mécanisme pour que les États puissent faire face à tout ce gap en termes de besoins de trésorerie, parce qu'ils devaient tout simplement répondre à cette urgence par rapport à cette crise sanitaire. Alors, avant de terminer sur une question plus personnelle, est-ce que tu pourrais également nous présenter les challenges auxquels font face les États en matière d'endettement ? Les challenges auxquels font face les États, je pense que bien évidemment, c'est de pouvoir, si on devait résumer, c'est de pouvoir toujours continuer à s'endetter de manière soutenable dans le temps et dans les meilleures conditions financières, mais aussi dans les meilleures conditions en matière de pratique. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'endettement pur des États, c'est-à-dire je mobilise tel montant, je rembourse tel montant, il y a tout ce marché qu'il convient de développer, et cela passe forcément par l'adoption de certaines pratiques qui vont permettre de développer le marché secondaire, avoir des bonnes pratiques de marché, être toujours dans la transparence, dans l'information, dans la communication. Donc, tout un ensemble de pratiques et d'exercices auxquels les États se livrent, mais vraiment de très bonne grâce, de très bonne volonté. Et c'est un apprentissage pour un petit peu tout le monde, parce que bon, forcément, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Mais aujourd'hui, vraiment, le challenge, c'est ça, c'est de dynamiser ce marché, d'avoir une base investisseur qui soit la plus large et la plus profonde possible pour répondre aux besoins d'endettement des États, tout en gardant à l'esprit que cette dette doit rester soutenable, doit rester viable dans le temps. Et donc, une question plus personnelle. Aujourd'hui, quelle est ta vision pour toi-même ? Quel est ton projet ? Écoute, mon projet est très simple, en fait. Je crois que j'ai vraiment une passion qui m'anime pour tous ces sujets.
tous ces sujets d'endettement, tous ces sujets de financement de nos économies. Je pense que chacun participe à sa manière à la construction de nos économies, au développement de nos économies. Moi, c'est la voie que j'ai trouvée, c'est celle qui m'anime. Et donc, je pense que vraiment, ma vision, c'est de continuer à accompagner les États dans ces questions de financement, dans ces questions de communication financière, de viabilité de l'endettement, etc. Et surtout de construction et de développement de ce marché. Là, on a tous un rôle à jouer. Donc très clairement, en ce qui me concerne, c'est de continuer à œuvrer pour le développement du marché financier régional au niveau de la zone, parce que là, on parle beaucoup des États, mais les États, c'est une brique. Il y a derrière toute l'économie, les entreprises derrière qui doivent pouvoir également mobiliser des ressources par ce biais-là pour financer leurs activités. Et tout cela contribue bien évidemment au développement de nos économies. Merci beaucoup, Willy. Merci à toi, Tombani. D'être passée dans Entre elles, d'avoir partagé ton expertise sur ces sujets très souvent considérés comme complexes et de les avoir décortiqués pour nous aujourd'hui. Un grand merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Merci et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Entre elles.